J'ai pris un jerrycan d'essence et je suis partie tuer mon gendre, oui, celui que j'avais considéré pendant 4 ans comme un homme parfait, celui que tout le monde admirait. Jusqu'au soir où j'ai vu sur une caméra cachée ce qu'il faisait à ma fille pendant son sommeil, il ne la frappait pas, il ne laissait aucun bleu, mais ce qu'il lui faisait était pire que n'importe quel coup. Et cette nuit-là, j'ai compris une chose, soit je l'arrêtais, soit c'était moi qu'on arrêterait pour ce que j'allais lui faire. Je me suis levée à 6 heures, comme chaque dimanche, sans même avoir besoin de réveil. Avec l'âge, le corps prend l'habitude de se réveiller avant même que le jour ne commence, surtout quand il sait qu'il y a quelque chose d'important à préparer. Dans la cuisine, l'air était encore frais. J'ai ouvert la fenêtre quelques minutes, puis je me suis mise au travail. J'ai commencé par la pâte, comme toujours. Les gestes étaient les mêmes depuis des années, presque automatiques. Mélanger, pétrir, attendre. Pendant que ça reposait, j'ai préparé le reste. Je voulais que tout soit parfait. Le four s'est allumé, les plats ont commencé à chauffer et peu à peu, l'odeur de la cuisine a rempli tout l'appartement. C'était une odeur de dimanche, une odeur de famille, celle qui fait oublier le silence de la semaine. Toute la semaine, je suis seule dans ce petit appartement en périphérie de Lyon, le bruit de la télévision, parfois la radio, et c'est tout. Mais le dimanche, c'est différent. Le dimanche, la maison vit, Claire arrive avec Damien et Zoé court dans l'entrée. Alors je cuisine. Pas parce que je dois, parce que c'est ma façon de les attendre. J'ai sorti la nappe blanche que je garde pour les occasions. J'ai pris les assiettes du service que je n'utilise jamais seule. J'ai vérifié 2 fois les couverts, déplacé une salière, recadré un verre. Des détails inutiles, mais qui comptent quand on attend les siens. À midi, tout était prêt. Je me suis arrêtée un instant au milieu de la cuisine, les mains encore un peu farinées, et j'ai regardé la table. Et sans savoir pourquoi, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, pas de la joie, pas vraiment. Plutôt une tension. Comme un poids léger, invisible, qui s'installait quelque part dans ma poitrine, comme si, malgré tout ce que j'avais préparé, quelque chose n'allait pas. Depuis plusieurs mois, cette sensation revenait à chaque fois, exactement de la même manière. Au début, je n'y avais pas prêté attention. Je me disais que c'était la fatigue, l'âge, peut-être même la solitude qui joue avec la tête quand on vit seul toute la semaine. Rien d'anormal, mais dimanche après dimanche, c'est devenu impossible à ignorer. Ce n'était pas une vraie peur. Personne ne me menaçait. Rien de concret ne se passait. C'était plus sourd que ça. Comme une alarme silencieuse à l'intérieur de moi, je préparais la table, je cuisinais, je faisais exactement les mêmes gestes qu'avant, mais quelque chose avait changé. Mon corps, lui, ne réagissait plus pareil. Mes mains devenaient un peu plus lentes. Je vérifiais tout 2 fois, parfois trois. Je me surprenais à écouter les bruits du couloir, comme si j'attendais autre chose que leur simple arrivée, et surtout, il y avait cette sensation étrange dans la poitrine. Pas une douleur, pas une angoisse franche, plutôt comme avant un orage, quand le ciel est encore clair, que tout semble calme, mais que l'air devient lourd, presque électrique, et sans savoir pourquoi, on sent que quelque chose approche. Je n'aurais pas su l'expliquer, mais au fond de moi, je savais déjà que ces dimanches n'étaient plus tout à fait comme avant. Quand ils arrivent, pourtant, tout semble parfaitement normal. La sonnette retentit toujours à la même heure, jamais une minute d'avance, jamais une minute de retard. Damien a toujours été comme ça, précis, réglé, irréprochable. J'ouvre la porte et comme chaque fois, je vois d'abord le bouquet. Des fleurs fraîches, soigneusement choisies, souvent mes préférées, comme s'il notait chaque détail, chaque mot que j'avais pu dire un jour. Derrière les fleurs, son sourire, calme, poli, parfaitement maîtrisé. Dans son autre main, une boîte de pâtisserie. Toujours d'une bonne adresse, toujours élégante. Il avait retenu une fois que j'aimais les desserts aux fruits rouges, et depuis, il en rapportait presque à chaque visite. Vous êtes en forme aujourd'hui, Hélène, disait-il avec cette voix posée, respectueuse. Je répondais comme toujours, presque machinalement, tu n'aurais pas dû. Mais je prenais quand même les fleurs.
Je les mettais dans un vase, je faisais comme si tout cela me surprenait encore. Derrière lui, Claire entrait, un peu plus discrète, et Zoé, accrochée à sa jambe, franchissait le seuil en silence. Tout était là. Le gendre attentionné, le bouquet, le dessert, le sourire parfait. Vu de l'extérieur, c'était une famille sans défaut. Et pendant longtemps, j'y ai cru moi aussi. Quand je serre ma fille dans mes bras, quelque chose me frappe immédiatement. Au début, ce n'est qu'une impression, une sensation étrange, presque imperceptible. Puis mes mains comprennent avant même que mon esprit ne mette des mots dessus. Elle a maigri, pas comme quelqu'un qui fait un régime, pas comme quelqu'un qui fait attention. Non, c'est autre chose. Sous le tissu léger de son pull, je sens ses côtes, trop nettement, trop facilement, comme si son corps s'était vidé de lui-même. Je la garde une seconde de plus contre moi, sans bouger, juste pour être sûre. Mes mains, habituées par des années passées à travailler à l'hôpital, ne se trompent pas. Ce n'est pas une perte de poids normale, c'est un corps qui manque, manque de force, manque de nourriture, manque de quelque chose que je n'arrive pas encore à nommer. Je recule légèrement pour la regarder. Son visage est toujours le même en apparence. Les traits sont là, le sourire aussi. Mais quelque chose a changé. Ses joues sont creusées, ses yeux semblent plus grands, plus fatigués, et surtout, il y a cette lumière qui n'est plus la même. Je pourrais dire quelque chose, je pourrais lui demander directement: «Claire, tu manges? Claire, qu'est-ce qui se passe?» Mais comme les fois précédentes, je ne dis rien, je souris et je fais comme si je n'avais rien remarqué. Mais au fond de moi, quelque chose se serre déjà. Je lui sers un peu plus à manger, presque sans réfléchir. Un deuxième morceau, encore tiède, comme avant, comme quand elle était jeune et qu'elle me disait toujours oui sans hésiter. Claire tend la main vers son assiette et c'est là que Damien intervient, pas brusquement, pas violemment, doucement. Sa main vient se poser sur la sienne avec un geste presque tendre, presque invisible pour quelqu'un qui ne regarde pas attentivement. Il sourit. «Ma chérie, tu te souviens de ce qu'on s'était dit?» Sa voix est calme, posée, pleine de douceur. «Tu voulais faire attention à ton alimentation. On avait un objectif, non?» De l'extérieur, c'est parfait. Un mari attentionné, un homme qui soutient sa femme, qui l'aide à prendre soin d'elle. Mais moi, je regarde leurs mains. Je vois le mouvement. Je vois comment celle de Claire s'arrête net sous la sienne. Je vois comment ses doigts se figent, comme s'ils avaient oublié comment bouger. Elle ne proteste pas. Elle ne discute pas. Elle retire simplement sa main lentement et repousse l'assiette. «Oui, tu as raison», murmure-t-elle, et elle baisse les yeux. Ses épaules se referment légèrement, presque imperceptiblement, comme si elle voulait disparaître, prendre moins de place. Damien, lui, continue de sourire. Il reprend la conversation comme si de rien n'était. Il sert à boire, il plaisante, et autour de la table, tout paraît normal. Mais moi, je reste là, immobile, avec cette image en tête, cette main posée sur la sienne, et cette façon qu'elle a eue d'obéir sans réfléchir. Je tourne ensuite mon regard vers Zoé, et là aussi, quelque chose ne va pas. Elle est assise bien droite sur sa chaise, les mains posées près de son assiette, comme si on lui avait appris à ne pas bouger. Trop calme, beaucoup trop calme pour une enfant de son âge. Je me souviens encore de la petite fine qu'elle était il y a à peine 2 ans. Elle parlait sans arrêt, elle riait, posait 1000 questions, racontait tout ce qui lui passait par la tête. Elle renversait sa cuillère, montait sur mes genoux, réclamait des histoires même pendant le repas. Cet enfant-là n'était plus là. Je lui souris, j'essaie de retrouver quelque chose de familier. Alors, Zoé, ça se passe bien à l'école? Tu as des copines? Elle lève les yeux, mais pas vers moi, vers son père. Un regard rapide, instinctif, presque automatique, comme un réflexe. Je vois ce petit mouvement, ce besoin de vérifier. Damien ne dit rien, il ne parle pas, il ne sourit même pas, il fait juste un très léger signe de tête, à peine visible, et ça suffit.
Zoé baisse immédiatement les yeux vers son assiette. Oui, ça va, dit-elle doucement. Sa voix est faible, presque éteinte. Elle ne rajoute rien, aucune histoire, aucune question, rien. Je reste là, à la regarder, et à ce moment précis, quelque chose de froid me traverse. Parce que je comprends une chose très simple. Cet enfant n'attend pas de parler. Elle attend l'autorisation de parler. Le moment de partir arrive comme toujours trop vite. Damien regarde sa montre, annonce calmement qu'il est temps d'y aller. Pas une demande, une décision. Claire se lève immédiatement, Zoé aussi. Tout se fait sans discussion, comme si le rythme était déjà fixé à l'avance. Je les accompagne jusqu'à l'entrée. Damien descend déjà les escaliers pour aller chercher la voiture. Il ne se retourne pas, il sait qu'on va suivre. Je reste quelques secondes seule avec ma fille, je la prends dans mes bras une dernière fois, et là encore, c'est côte. Plus nette que tout à l'heure, comme un rappel, comme quelque chose qui insiste, je me penche légèrement vers elle. «Claire, tu manges au moins?» Je le dis à voix basse, presque contre son oreille. Elle sourit, mais ce n'est pas un vrai sourire. C'est un sourire collé sur son visage, fragile, figé, qui ne tient pas. «Oui, maman, tout va bien», murmure-t-elle. Au même moment, la voix de Damien monte depuis le bas de l'escalier. «Claire, on y va?» Rien d'agressif, juste un appel. Mais son corps réagit immédiatement. Je le sens contre moi. Elle tressaille. Pas comme quelqu'un qu'on appelle, comme quelqu'un qu'on rappelle à l'ordre. Et dans ce mouvement rapide, presque invisible, sa main glisse dans la poche de mon tablier. Un geste furtif, précis. Je le sens à peine. Avant même que je comprenne, elle s'écarte déjà. Elle attrape Zoé, ajuste son manteau, descend les escaliers sans se retourner. Tout est allé trop vite. Je reste seule dans l'entrée, avec cette sensation étrange qu'il vient de se passer quelque chose. Mais je ne sais pas encore quoi. Je ferme la porte doucement derrière eux. Le silence retombe d'un coup dans l'appartement, toujours le même silence. Mais cette fois, il est différent, plus lourd. Je retourne dans la cuisine, machinalement. Je commence à débarrasser, à empiler les assiettes, à essuyer la table, des gestes automatiques pour ne pas penser. Puis, en retirant mon tablier, quelque chose tombe par terre, un petit morceau de papier, plié en quatre. Je reste immobile une seconde sans comprendre. Puis je me penche, je le ramasse. C'est léger, froissé, comme s'il avait été serré trop fort dans une main. Je le déplie et tout de suite, je reconnais l'écriture, celle de Claire. Mais quelque chose ne va pas. Les lettres ne sont pas régulières comme avant. Elles tremblent, elles montent, descendent, s'écrasent, comme si elle avait écrit vite, ou en cachette, ou avec peur. Je lis, une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Parce que manger me faisait déjà mal, parce que le dentiste m'avait dit de ne plus attendre. J'ai ouvert le carnet, j'ai regardé le montant, puis j'ai regardé la feuille que je tenais encore dans l'autre main. Le choix n'a pas pris longtemps. Les dents pouvaient attendre, pas ma fille. Le matin, je me suis habillée plus tôt que d'habitude. Je suis sortie, j'ai pris le bus, puis un autre. Tout le trajet, j'avais l'impression de faire quelque chose d'interdit, comme si quelqu'un allait m'arrêter et me demander ce que je faisais. Je n'étais jamais entrée dans ce genre de magasin, hein, des écrans partout, des lumières moins froides, des gens jeunes qui parlaient en vite avec des mots que je ne comprenais pas. Je suis restée quelques secondes à l'entrée, puis j'ai pensé à l'écriture tremblée de Claire, et j'ai avancé. Un vendeur est venu vers moi, je lui ai dit simplement: «J'ai besoin d'une petite caméra discrète qui enregistre et que je peux regarder depuis chez moi». Il a commencé à m'expliquer des choses compliquées, je l'ai arrêté. «Expliquez-moi comme à quelqu'un qui ne comprend rien». Il m'a regardé, puis il a compris, il m'a montré un petit appareil noir, minuscule, presque invisible. Il m'a tout installé sur mon téléphone. Il a vérifié plusieurs fois que ça fonctionnait. Il ne m'a posé aucune question et j'en étais reconnaissante. À la caisse, j'ai sorti l'argent. Tout, billet après billet, l'argent pour mes dents, 2 ans d'économie. La caissière a pris les billets, a imprimé le ticket, j'ai pris la boîte.
Je l'ai mise dans mon sac et en sortant du magasin, je me suis arrêtée un instant devant la vitrine, je me suis regardée. Une femme de 62 ans avec un manteau usé et dans son sac, une caméra cachée. Si on m'avait dit ça un mois plus tôt, mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière, parce que ce que ma fille m'avait écrit, je n'avais plus le droit de l'ignorer. Je ne pouvais pas y aller n'importe quand. Je le savais. Si Damien était là, je n'aurais aucune chance. Alors j'ai attendu, j'ai repensé à tout ce qu'il disait pendant les repas, aux détails qu'il laissait passer sans faire attention. Il avait mentionné plusieurs fois ses réunions du jeudi soir. Il rentrait toujours plus tard ces jours-là. C'était mon seul moment. J'ai attendu le jeudi comme on attend quelque chose de grave, pas avec impatience, mais avec une tension qui ne me quittait plus. Les jours ont été longs, trop longs. Je vérifiais la caméra encore et encore, comme si elle allait cesser de fonctionner. J'ouvrais l'application, je regardais l'écran noir, je refermais encore et encore. Et en même temps, je doutais. Peut-être que je me trompais. Peut-être que j'étais en train d'imaginer quelque chose qui n'existait pas. Mais chaque fois que ce doute apparaissait, je revoyais l'écriture de Claire. Tremblée, pressée, suppliante. Alors j'attendais. Le jeudi matin, je me suis levée encore plus tôt que d'habitude. J'ai préparé quelque chose à manger. Pas parce que c'était important, mais parce que ça me donnait une raison d'y aller. Une excuse normale, crédible. J'ai mis les plats dans un sac, puis j'ai pris la caméra. Je l'ai tenue quelques secondes dans ma main. Elle était légère, presque insignifiante. Et pourtant, j'avais l'impression de tenir quelque chose de beaucoup plus lourd, quelque chose qui pouvait tout changer. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau, j'ai pris mes clés et je suis sortie. Tout le trajet, mon cœur battait trop vite. Je regardais les gens autour de moi comme s'ils pouvaient deviner ce que j'allais faire. Arrivée devant l'immeuble, je suis restée quelques secondes dans la voiture, juste à respirer, à essayer de calmer mes mains, puis j'ai coupé le moteur et je suis montée. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente parce qu'au fond de moi, je savais que derrière cette porte, je n'allais pas seulement installer une caméra, j'allais découvrir la vérité. Je ressors de la chambre doucement, presque sur la pointe des pieds, la caméra est en place, derrière la photo de mariage. On ne voit rien. Mais elle, elle voit tout. Je ferme la porte sans la fermer complètement. Et en me retournant, je la vois. Claire est là, dans l'encadrement. Elle ne dit rien, elle ne bouge pas, elle me regarde, ses yeux vont vers moi, puis vers la chambre, puis reviennent vers moi. Elle a compris. Je n'ai rien besoin de dire. Elle s'approche d'un pas, puis un autre, très lentement, comme si le moindre bruit pouvait tout faire s'effondrer. Je fais un léger signe de tête, c'est fait et à cet instant-là, quelque chose en elle cède. Ses lèvres tremblent, ses yeux se remplissent et les larmes commencent à couler, sans bruit. Pas un sanglot, pas un souffle, rien. Juste des larmes qui descendent une après l'autre, comme si elle n'avait plus le droit de faire du bruit même pour pleurer. Je m'approche d'elle, je la prends dans mes bras, et là, je sens son corps. Il tremble, pas un peu, tout entier. Une tremblante fine, continue, comme un corps qui a appris à avoir peur trop longtemps. Elle s'accroche à moi, fort, comme si j'étais la dernière chose solide à laquelle elle pouvait encore se tenir. Je penche la tête vers elle, je murmure Je suis là. Elle ne répond pas, mais je sens ses doigts se resserrer dans mon dos. Et dans ce silence, je comprends. Ce n'est pas juste de la peur, c'est de l'espoir. Un espoir fragile, douloureux, comme si pour la première fois depuis longtemps, elle croyait que quelqu'un allait enfin voir. Dès que je suis entrée dans l'appartement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Tout était propre, pas propre comme chez quelqu'un de soigneux, propre comme, une vitrine, comme une salle qu'on n'a pas le droit de déranger. Aucune trace de vie, pas une miette sur la table, pas un objet déplacé, pas un vêtement qui traîne, même l'air semblait figé. Je suis restée un instant dans l'entrée,
sans bouger, à regarder autour de moi et j'ai compris. Ce n'était pas de l'ordre, c'était de la peur. La peur de laisser une trace, la peur de faire quelque chose de travers, la peur que ça se voit. Je me suis avancée vers la cuisine et c'est là que je l'ai vue sur le frigo, une feuille blanche tenue par un aimant. Je me suis approchée, un planning écrit proprement, soigneusement, chaque jour détaillé. Lundi, sol plus vitre. Mardi, salle de bain plus cuisine. Mercredi, lessive plus repassage. Jeudi, nettoyage complet. Chambre plus chambre enfant. Et ainsi de suite, sans pause, sans respiration. J'ai reconnu l'écriture, pas celle de Claire, celle de Damien, des lettres droites, sûres, contrôlées, le même type d'écriture que sur les cartes d'anniversaire, le même soin, mais ici, ça n'avait rien de gentil. Je suis restée là, devant cette feuille, à la regarder, et plus je la regardais, plus je comprenais. Ce n'était pas une organisation, ce n'était pas une aide, c'était un système, un cadre fermé où chaque chose devait être faite chaque jour sans erreur. Et soudain, l'appartement m'a semblé encore plus silencieux. Pas parce qu'il n'y avait pas de bruit, mais parce que tout était contrôlé, même le silence. Je l'observe pendant qu'elle se déplace dans l'appartement, et plus je la regarde, plus je comprends. Claire ne marche pas normalement. Elle se déplace lentement, avec précaution, comme quelqu'un qui fait attention à chaque geste. Elle ouvre un placard, doucement. Elle repose une tasse, encore plus doucement. Même le bruit de ses pas est presque absent, comme si elle cherchait à ne laisser aucune trace derrière elle. Rien n'est naturel, tout est contrôlé. Je la vois hésiter avant de faire un mouvement, s'arrêter une fraction de seconde, puis agir. Comme si avant chaque geste, elle se demandait: «Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est correct? Est-ce que je ne vais pas faire une erreur?» Ce n'est pas une habitude, c'est une peur installée profondément dans le corps. Je la regarde préparer le thé. Ses mains tremblent légèrement. Pas beaucoup, juste assez pour que quelqu'un qui sait regarder le voie. Moi, je le vois, parce que j'ai vu ce genre de tremblement des centaines de fois, chez des patients, chez des femmes qui n'osaient ne pas parler, chez des gens qui vivaient une pression constante. Et là, c'est ma fille. Je reste immobile, je ne dis rien, mais à cet instant précis, je n'ai plus de doute. Ce n'est pas un couple, ce n'est pas une famille, c'est un endroit où l'on vit en ayant peur de faire le moindre faux pas. Je reste là, à la regarder encore quelques secondes, puis je lève les yeux autour de moi. La cuisine, le salon, le couloir, tout est à sa place, trop à sa place. Chaque objet semble figé, comme s'il avait été posé avec une précision millimétrée et qu'il ne devait plus jamais bouger. Et d'un coup, tout devient clair. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas un foyer, c'est un système, un endroit où chaque geste est contrôlé, où chaque erreur a des conséquences, où même le silence semble imposé. Je repense au planning sur le frigo, à la façon dont Claire marche, à la petite qui demande la permission du regard, et la vérité s'impose. Simple, brutale. Cet homme ne tient pas une famille, il tient une prison propre, silencieuse, invisible, sans cri, sans coup, mais une prison quand même. La première nuit, je ne me couche pas. Je reste assise à la table de la cuisine, le téléphone posé devant moi, les yeux fixés sur l'écran. Quand ils entrent dans la chambre, je retiens presque mon souffle. Damien s'allonge, Claire se couche sur le bord comme toujours, le silence. La lumière s'éteint, je regarde. 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, rien. Ils dorment. Juste ça. Je reste encore un peu au cas où, puis encore un peu, mais il ne se passe rien. La deuxième nuit, je recommence. Même endroit, même écran, même attente. Je me dis que cette fois, quelque chose va apparaître, que je vais enfin comprendre. Mais non, encore une fois, rien. Ils se couchent, ils dorment, la nuit passe et moi je reste là, dans le silence, à fixer un écran qui ne montre rien. Petit à petit, le doute s'installe. Peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'ai exagéré, peut-être que cette note, n'était qu'un moment de panique. Je repense à Claire, à son regard,
à ses mots trembler, et pourtant, de nuit, rien. Je m'assois un peu plus profondément sur la chaise. Je passe une main sur mon visage et pour la première fois depuis que j'ai lu ce mot, je me pose la question. Et si je voyais quelque chose qui n'existe pas? Le lendemain, au lieu d'attendre la nuit, j'ouvre les enregistrements de la journée. Je me dis que s'il ne se passe rien la nuit, peut-être que tout est là, en plein jour, sous mes yeux. Au début, ce ne sont que des détails, Claire qui range, Claire qui nettoie, Claire qui se déplace. Puis le téléphone sonne, je vois son corps se raidir immédiatement. Elle décroche. Oui, sa voix change, plus basse, plus rapide, plus prudente. Je n'entends pas Damian, mais je n'ai pas besoin de l'entendre. Je comprends à sa manière de répondre. Oui, j'ai fait. Oui, c'est propre. Non, je ne suis pas sortie. Non, je n'ai appelé personne. Ce ne sont pas des réponses normales. Ce sont des comptes rendus. Comme si elle passait un examen, comme si elle devait prouver qu'elle a bien fait ce qu'on attendait d'elle. L'appel se termine. Elle reste immobile quelques secondes, puis elle reprend comme si rien ne s'était passé. Plus tard, en cuisine, je vois autre chose. Elle goûte un plat. Elle hésite. Elle ajoute quelque chose. Elle goûte encore. Son visage se crispe. Elle ne cuisine pas. Elle vérifie. Encore et encore. Pas pour que ce soit bon, pour que ce soit acceptable. Et puis, il y a Zoé, assise à table, silencieuse. Trop silencieuse. Elle mange lentement, sans bruit, sans parler, sans vivre, et à cet instant, je comprends. Ce n'est pas juste un moment, ce n'est pas juste une tension, c'est constant, permanent, une pression qui ne s'arrête jamais. Pas la nuit, pas le jour. Ma fille, là, elle ne vit pas avec lui. Elle vit sous lui, sous son regard, sous son contrôle, sous sa peur. Je repose le téléphone quelques secondes, je reste immobile et je laisse tout ce que je viens de voir s'installer. Les appels, les réponses, les gestes, les silences, tout s'assemble. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas une mauvaise période. Ce n'est même pas un homme difficile, c'est autre chose, beaucoup plus froid, beaucoup plus organisé. Je reprends le téléphone, je revois la scène encore, et là je comprends vraiment. Claire ne fait pas sa journée, elle la rend, comme un rapport, comme un devoir, comme si quelqu'un devait vérifier chaque heure de sa vie, chaque action, chaque déplacement, chaque mot. Rien ne lui appartient, même pas son silence, même pas son temps, même pas ses pensées. Je sens quelque chose se serrer en moi, parce que maintenant, je sais. Ma fille, elle ne vit pas avec un mari exigeant, elle vit sous surveillance, du matin au soir, sans pause, sans échappatoire. Et le pire, c'est que tout ça se fait sans bruit, sans cri, sans coup. Comme si de l'extérieur, il n'y avait absolument rien à voir. La troisième nuit, je suis encore là. Même table, même téléphone, même silence. Mais cette fois, quelque chose est différent. Il se couche comme d'habitude. Claire se met sur le bord, dos tourné. Damian s'allonge à côté, la lumière s'éteint. Et j'attends. Les minutes passent, 5, 10, 20. Claire s'endort. Je le vois à sa respiration, régulière, profonde, mais lui, il ne dort pas. Je me penche un peu plus vers l'écran. Ses yeux sont ouverts, fixes. Il regarde le plafond, sans bouger. Pas un mouvement, pas un soupir, rien. Au début, je pense que la vidéo est figée. Je rapproche le téléphone. Non, l'image est vivante. C'est lui qui est immobile. Et là, quelque chose me glace parce que je reconnais cette immobilité. Ce n'est pas quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, c'est quelqu'un qui attend. Les secondes deviennent longues, très longues. Puis, lentement, il tourne la tête vers Claire, toujours sans bruit, toujours sans geste inutile, il se rapproche d'elle très doucement, comme s'il ne devait surtout pas la réveiller. Et à cet instant précis, je comprends. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une insomnie, c'est un rituel. Puis il se penche vers elle très lentement. Son visage s'approche de son oreille à quelques centimètres à peine. Ses lèvres bougent.
Au début, je ne comprends pas. Je pense qu'il lui dit quelque chose de doux, quelque chose d'intime, mais il ne s'arrête pas. 5 secondes, 10, 30, 1 minute. Et il continue, toujours avec la même voix, calme, régulière, sans émotion, comme s'il récitait quelque chose. Je monte le son, je rapproche le téléphone de mon oreille, et là, j'entends. Les mots arrivent un par un, lentement, clairs, froids. Tu es nul, tu ne vaux rien, sans moi tu ne survivras pas. Si tu pars, tu perdras ta fille, personne ne te croira. Je reste figée, je n'arrive plus à bouger, je n'arrive même plus à respirer correctement. Il continue, sans s'arrêter, sans changer de ton, comme une machine, comme un enregistrement. Minute après minute, les mêmes phrases, les mêmes idées, les mêmes coups, mais sans main. Je regarde l'heure. 10 minutes, puis 20, puis 30, 40 minutes. 40 minutes à murmurer dans l'oreille d'une femme endormie qu'elle n'est rien, qu'elle ne peut rien, qu'elle n'a aucune issue. Claire ne se réveille pas, mais son corps réagit. Je la vois bouger légèrement, se contracter, son visage se crispe, une larme coule sans qu'elle ouvre les yeux. Elle pleure en dormant et lui, il continue jusqu'au bout. Puis, comme si de rien n'était, il s'arrête, il se redresse, se tourne et quelques minutes plus tard, il dort calmement, comme quelqu'un qui vient simplement de terminer quelque chose de normal. Moi, je reste là, avec le téléphone dans la main, et je comprends enfin pourquoi ma firme ne parle plus, pourquoi elle a peur, pourquoi elle croit qu'elle ne peut pas partir. Parce que chaque nuit, il lui apprend à le croire. Je pose le téléphone. Mes mains tremblent. Je reste là, sans bouger, les yeux fixés sur la table, comme si ce que je venais de voir pouvait encore disparaître. Mais non, c'est réel. Et d'un coup, tout s'éclaire. Les regards, la peur, le silence, la maigreur, les mots qu'elle ne disait plus, tout. Je repense à ces femmes que j'ai vues à l'hôpital, celles qui arrivaient avec des bleus, des fractures, celles qui disaient être tombées. Au moins celles-là, on les voyait, on savait. Mais là, ouais, il n'y a rien, pas de coup, pas de traces, rien que quelqu'un puisse montrer. Et pourtant, oh, c'est pire, parce que ce qu'il fait ne se répare pas avec un plâtre. Ce qui casse, et on ne le voit pas sur une radio. Je ferme les yeux 1 seconde et je comprends. Il ne la frappe pas. Il ne la touche même presque pas. Il fait autre chose. Il entre dans sa tête chaque nuit. Quand elle ne peut pas se défendre, quand elle ne peut pas répondre, quand elle ne peut même pas comprendre. Il parle, il répète encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne la vérité, pas sa vérité à lui, la sienne. Et à cet instant précis, je réalise. Il ne détruit pas son corps, il détruit son esprit pendant son sommeil. Et c'est pour ça qu'elle ne part pas. Je continue à regarder. Je n'en ai plus envie. Chaque seconde me coûte. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je fais défiler les enregistrements un jour, puis un autre, et puis une scène, la cuisine. On entend les couverts, le bruit des assiettes. Silence. Un silence lourd. Comme si quelque chose venait de se passer. Puis une voix, pas celle de Damien, celle de Zoé, petite, claire, mais pas innocente. Maman, tu fais tout de travers. Je me fige, je rapproche le téléphone. Je regarde l'écran comme si je pouvais mieux comprendre. C'est bien elle, ma petite fille, 5 ans, assise à table, le dos droit, les yeux baissés, et elle répète, mot pour mot, avec la même intonation, le même rythme, la même froideur. Tu es nul. Je sens quelque chose se briser en moi parce que je reconnais ces mots, je les ai entendus la nuit, dans sa bouche à lui. Et maintenant, ils sortent de celle de l'enfant. Zoé ne comprend pas, elle ne juge pas, elle reproduit, comme un écho, comme un miroir. Elle regarde son assiette, elle ne voit même pas le mal qu'elle fait,
Parce que pour elle, c'est normal, c'est comme ça qu'on parle, comme ça qu'on corrige, comme ça qu'on existe, un léger bruit, un souffle et puis un petit rire, court, satisfait. Je ne le vois pas, mais je sais, c'est lui. Il a entendu et ça lui suffit. À cet instant-là, je comprends une chose encore plus terrible. Ce n'est pas seulement Claire qu'il détruit. Il est en train d'apprendre à sa fille à faire pareil. Je reste immobile, le téléphone encore dans la main. Je repense à ce que je viens d'entendre, à cette petite voix, à ces mots qui ne devraient jamais sortir de la bouche d'un enfant, et tout s'aligne, pas d'un coup, lentement, mais de manière irréversible. Ce qu'il fait à Claire ne s'arrête pas à Claire. Ça déborde, ça se transmet, ça se reproduit comme une maladie silencieuse. Je revois Zoé, son regard vers son père avant de parler, sa voix qui répète, son silence devenu normal. Et je comprends. Elle apprend pas à aimer, pas à parler, pas à être une enfant. Elle apprend à dominer ou à se soumettre, comme lui, comme sa mère. Et là, la vérité me frappe. Ce n'est pas seulement une femme qu'il est en train de briser, c'est une lignée, une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre. Si rien ne change, Claire restera comme ça. Et Zoé deviendra soit comme lui, soit comme elle. Il n'y aura pas d'autre option. Je ferme les yeux une seconde et je comprends enfin l'ampleur de ce que j'ai vu. Il ne détruit pas une famille. Il fabrique un modèle de peur, de contrôle, de silence. Et à cet instant précis, je sais que si je n'agis pas, ce ne sera pas une vie qui sera perdue, mais deux, à cet instant, quelque chose cède en moi, pas doucement, pas progressivement, d'un coup, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai retenu jusque-là, remonte comme une vague trop forte. Je me lève brusquement. La chaise recule derrière moi. Je n'ai plus de plan, plus de réflexion, juste une idée brute, violente. Je prends mes clés, je sors. Je ne me souviens même pas d'avoir fermé la porte. Je descends les escaliers trop vite. Je monte dans la voiture. Le moteur démarre. Mes mains serrent derrière le volant, trop fort. Je roule, sans vraiment voir la route, juste avancer, arriver, faire quelque chose. Je pense à lui, à sa voix, à ses mots répétés pendant 40 minutes dans l'oreille de ma fille endormie. Et dans le coffre, il y a ce jerrycan, 20 litres d'essence. Je ne l'avais jamais utilisé. Il était là depuis des années, comme un objet oublié. Mais maintenant, il a un sens. Je sens la colère monter. Pas une colère normale, quelque chose de plus ancien, plus profond, presque animal. Je ne pense plus. Je n'analyse plus. Je veux juste que ça s'arrête. Qu'il s'arrête. Définitivement. La route défile, les lumières passent, et pendant quelques minutes, je ne suis plus une femme de 62 ans. Je suis juste une mère, prête à tout, même au pire, pour que ça cesse. Je roule, la route défile devant moi, mais je ne la vois presque pas. Tout est flou, les lumières, les voitures, les virages. Il n'y a plus que cette idée, une seule, fixe, l'empêcher. Définitivement. Je serre le volant. Mes mains me font mal, mais je ne relâche pas. Dans ma tête, les images tournent en boucle, Claire qui tremble, ses côtes sous mes doigts, sa voix qui s'éteint, et cette nuit, sa voix à lui, calme, régulière, implacable. Tu es nul, tu ne vaux rien. Encore, encore, encore. Et puis Zoé, sa petite voix, les mêmes mots. Je sens quelque chose brûler en moi, ce n'est plus seulement de la colère, c'est plus sombre, plus dangereux, une certitude. Si je ne fais rien, il va continuer, cette nuit, la suivante, et toutes les autres. J'appuie un peu plus sur l'accélérateur, le moteur répond, et dans le coffre, il y a ce jerrycan. Je sais ce que ça veut dire, je sais où je vais, je sais pourquoi. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne doute plus, je ne cherche pas de solution, je ne cherche pas d'alternative, je veux juste que ça s'arrête, peu importe comment, peu importe le prix, parce qu'à cet instant précis, je ne pense plus en termes de conséquences.
Je pense comme une mère qui a compris que si elle n'agit pas maintenant, elle va perdre sa fille. Le téléphone sonne, je ne voulais pas répondre, pas maintenant, pas dans cet état, mais ça insiste. Encore, encore. Je décroche d'une main sans ralentir. Allô, c'est Madeleine. Sa voix passe immédiatement à travers le chaos dans ma tête. Je n'ai même pas le temps de dire quoi que ce soit. Tout sort d'un coup. Les mots, les images, les enregistrements, la nuit, les phrases qu'il murmure, Zoé qui répète. Je parle vite, trop vite, je respire mal, je ne vois plus la route. Elle ne m'interrompt pas, elle écoute. Puis d'un coup, elle me coupe. Arrête la voiture. Sa voix change, plus forte, plus dure. Arrête la voiture tout de suite. Je serre le volant, je ne réponds pas. Tu m'entends? Tu t'arrêtes maintenant. Je finis par ralentir. Je me gare sur le côté, le moteur tourne encore, je ne bouge pas. Tu vas faire quoi, hein? Tu vas brûler quoi? Lui, la maison et après? Je ferme les yeux. Je ne veux pas entendre, mais elle continue. Et après, tu fais quoi? Prison, 5 ans, 10 ans. Et pendant ce temps, ta fille et ta petite fille, elles sont où? Silence. Avec lui, le mot tombe, sec, définitif. Je sens quelque chose se briser en moi. Tu veux vraiment ça? Tu veux les laisser seuls avec lui pendant que toi, tu es enfermé? Mes mains lâchent un peu le volant. Je respire enfin. Mal, mais je respire. Tu ne vas sauver personne comme ça, tu m'entends? Personne. Tu vas juste lui laisser le champ libre. Je baisse la tête. Les larmes tombent, enfin. Tu veux les sauver? Alors tu réfléchis. Tu utilises ce que tu as vu, tu utilises ces preuves, tu fais les choses intelligemment. Je reste là, sur le bord de la route, avec le moteur qui tourne, le jerrycan dans le coffre et sa voix dans mon oreille. Et pour la première fois depuis que j'ai démarré, je comprends. Elle a raison. Si je continue, je ne vais pas arrêter cet homme. Je vais lui donner exactement ce qu'il veut, ma disparition et leur solitude. Je reste immobile, le téléphone encore contre mon oreille. Le moteur tourne, mes mains tremblent encore, mais quelque chose change lentement. La colère ne disparaît pas, mais elle se transforme. Elle devient plus froide, plus précise. Je regarde la route devant moi, puis je pense à tout ce que j'ai vu. Les nuits, les mots, les enregistrements, et d'un coup, c'est clair, je n'ai pas besoin de le détruire. Il est déjà en train de se détruire lui-même. Tout est là, chaque phrase, chaque humiliation, chaque preuve. Je ferme les yeux une seconde et je comprends enfin. Si je brûle tout, il n'y aura plus rien, plus de preuves, plus de vérité, rien à montrer, rien pour protéger Claire, rien pour sauver Zoé, juste moi, en prison, et elle, seules avec lui. Je secoue légèrement la tête. Non, ce n'est pas comme ça qu'on gagne. Je reprends le téléphone. Ma voix est encore fragile, mais elle tient. Tu as raison. Silence de l'autre côté. Puis Madeleine souffle doucement. Et moi, je regarde droit devant. Pour la première fois depuis des heures, je pense vraiment. Je vais le combattre, mais pas avec la colère, pas avec le feu, avec ce qu'il ne peut pas contrôler, la vérité, les preuves. Et cette fois, ce n'est pas une réaction, c'est un plan. Avec Madeleine, on ne perd pas de temps. Le soir même, elle appelle une juriste qu'elle connaît, spécialisée dans les violences psychologiques, une femme qui travaille dans un centre d'aide habituée à ce genre de situation, même les plus invisibles. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain. Je n'ai presque pas dormi, pas à cause de la peur cette fois, à cause de tout ce que j'allais devoir montrer. Le lendemain, on arrive devant un immeuble ordinaire, rien d'impressionnant, une porte simple, une plaque discrète, rien qui laisse deviner ce qui se traite à l'intérieur. Mais dès que je franchis le seuil, je sens que je suis au bon endroit. On nous fait entrer dans un petit bureau calme. La juriste est jeune, calme, attentive. Elle nous propose de l'eau, du thé. Je refuse. Je n'ai pas le temps pour ça. Je sors mon téléphone. Mes mains tremblent encore un peu. Je n'ai pas besoin d'expliquer, il faut juste que vous écoutiez. Je lance la vidéo. Le silence s'installe dans la pièce. Au début, elle garde un visage neutre, professionnel. Puis, petit à petit,
quelque chose change. Ses sourcils se froncent, sa respiration se bloque légèrement. Elle rembobine, réécoute, puis elle enlève doucement les écouteurs. Elle reste quelques secondes sans parler, comme si elle cherchait les bons mots, puis elle me regarde, pas comme une professionnelle cette fois, comme une femme. Ce que vous avez là, c'est extrêmement grave. Sa voix est calme mais ferme. C'est une forme de violence psychologique structurée et documentée. Madeleine serre ma main sous la table. La juriste continue. On appelle ça de l'emprise. Mais ici, il y a un élément supplémentaire. Elle hésite une seconde. Il agit pendant son sommeil. C'est une technique de conditionnement rare mais connue. Je sens un frisson me traverser. Votre fille n'est pas faible. Elle est programmée à le croire. Le mot reste suspendu. Programmée. Elle reprend. Avec ces enregistrements, vous avez une preuve très forte. Ce n'est plus une parole contre une autre. Je respire un peu mieux. Pour la première fois, quelqu'un met des mots sur ce que j'ai vu et surtout, quelqu'un me confirme que je ne suis pas folle. La juriste se penche légèrement vers moi. Maintenant, il faut agir, mais intelligemment. D'abord, on sécurise votre fille et votre petite-fille. Ensuite, on monte un dossier. Je hoche la tête. Cette fois, je ne suis plus seule. Et surtout, je ne suis plus impuissante. Elle remet les écouteurs une seconde fois. Elle écoute encore, plus attentivement, plus lentement, comme si chaque mot comptait. Puis elle coupe. Elle pose le téléphone sur la table très doucement et elle me regarde. Ce que vous avez enregistré, ce n'est pas seulement de la violence psychologique. Elle marque une pause, c'est du conditionnement. Le mot tombe, clair, précis. Il attend qu'elle soit endormie. À ce moment-là, le cerveau n'a plus les mêmes défenses. Il ne filtre plus comme en état d'éveil. Je sens mon cœur se serrer. Elle continue, toujours calme. Il répète les mêmes phrases, toujours les mêmes idées. Tu ne vaux rien, tu ne peux pas partir, tu perdras ta fille. Ce n'est pas du hasard. Elle secoue légèrement la tête. C'est une méthode. Je reste figée. À force de répétition, ces messages s'installent, pas comme des souvenirs, mais comme des croyances. Elle pose une main à plat sur la table. Votre fille ne pense plus je ne peux pas partir. Elle le ressent comme une vérité. Je repense à Claire, à ses hésitations, à ses peurs, à ses mots. Tout prend sens. C'est pour ça qu'elle ne part pas, ajoute la juriste. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'on lui a appris nuit après nuit qu'elle ne pouvait pas. Je baisse les yeux, un mélange de colère et de tristesse me traverse, et votre petite fille, reprend-elle doucement. Elle entend, elle voit, elle reproduit. Le mécanisme est déjà en train de se transmettre, un silence lourd, puis elle conclut avec une fermeté tranquille. Ce n'est pas un conflit de couple, c'est une emprise organisée. Et ce que vous avez, ce sont des preuves. Je relève la tête et pour la première fois depuis le début, je ne ressens plus seulement de la peur. Je ressens quelque chose d'autre, une direction. On ne parle plus de peut-être, on parle de plan, clair, structuré, sans place pour l'improvisation. La juriste prend un carnet, elle note. Première étape, sortir votre fille et votre petite fille de là, physiquement. Sa voix est calme mais ferme. Tant qu'elles sont dans cet appartement, ils gardent le contrôle. Je hoche la tête, je comprends. Deuxième étape, protection juridique. Elle relève les yeux vers moi. Avec les enregistrements, on peut constituer un dossier solide. Demander des mesures d'éloignement, encadrer la situation légalement. Madeleine serre un peu plus ma main. La juriste continue. Et troisième étape, elle marque une pause. La reconstruction. Ce mot-là fait quelque chose en moi. Votre fille va avoir besoin de temps, de suivi, de retrouver ses repères, sa valeur, sa liberté. Je pense à Claire, à son regard, à sa voix brisée, puis à Zoé, silencieuse. Et l'enfant aussi, ajoute-t-elle. Elle a déjà commencé à intégrer ce modèle. Il faut intervenir vite. Un silence s'installe. Mais ce n'est plus le même silence qu'avant. Ce n'est plus celui de la peur, c'est celui de la concentration.
Je prends une inspiration. On va le faire. Ma voix est plus stable, plus sûre. La juriste acquiesce. On va le faire intelligemment. Elle referme son carnet. Vous n'êtes plus seul. Je regarde Madeleine, puis la juriste. Puis mes mains. Elles tremblent encore un peu, mais ce n'est plus de la panique, c'est autre chose. Parce que pour la première fois depuis le début, on ne subit plus, on agit. Je rentre chez moi avec une seule idée en tête, les accueillir, peu importe comment, peu importe le confort. Ce qui compte, ouais, c'est qu'elle soit, en sécurité. Je reste un moment au milieu de mon petit appartement. Je regarde autour de moi, une seule pièce principale, une petite cuisine, pas beaucoup d'espace, mais c'est chez moi et surtout, c'est un endroit où personne ne crie, où personne ne contrôle, où personne ne fait peur. Alors je commence, je déplace les meubles, je pousse la table contre le mur, je vide une armoire, je fais de la place. Dans la chambre, je décide immédiatement. Ce sera pour elle. Claire et Zoé, le lit, l'espace, la porte qu'on peut fermer. Je prends mes affaires. Je les mets dans un coin. Moi, je dormirai dans la cuisine. Je regarde le sol, je mesure l'espace. Une couverture, un matelas improvisé, ce sera suffisant. Je n'ai pas besoin de plus, elle si. Je passe dans chaque coin de l'appartement. Je nettoie, pas par obsession, pas par peur, mais pour qu'elles arrivent dans quelque chose de calme, de simple, de sûr. Je mets des draps propres, je plie des couvertures, je prépare un endroit pour les vêtements de Claire, puis je pense à Zoé. Je m'arrête, je cherche, je trouve une vieille boîte, je la vide, je mets quelques objets dedans, un carnet, des crayons, de la couleur, pas du noir. Je pose la boîte dans la chambre, à hauteur d'enfant, je recule, je regarde. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est prêt. Je m'assois un instant sur une chaise, le silence est là. Mais il n'est plus vide, il attend, et pour la première fois depuis longtemps, cet appartement n'est plus seulement le mien, il devient un refuge. Je ne me laisse pas le temps de réfléchir trop longtemps. Chaque heure compte. Dès le lendemain, je commence les démarches. Je vais d'abord à l'école maternelle près de chez moi, un bâtiment simple, un peu vieilli, mais avec des voix d'enfants derrière les murs. Rien que ça me rassure. J'explique la situation, pas tout, juste assez. La directrice me regarde attentivement. Elle ne pose pas de questions inutiles. Elle voit mes yeux fatigués, mes mains qui tremblent encore un peu. Elle comprend. On va trouver une place, me dit-elle simplement. Pas on va essayer, on va. Je la remercie. En sortant, j'ai déjà l'impression d'avoir ouvert une première porte. Ensuite de step, je contacte une ancienne collègue, psychologue. On a travaillé ensemble il y a des années. Je lui parle de Claire, de son état, sans entrer dans tous les détails, mais suffisamment pour qu'elle saisisse l'urgence. Un silence, puis amène-la. On commencera doucement. Sa voix est calme, stable comme un point d'ancrage. Je ferme les yeux une seconde, encore une chose en place, puis je passe à la dernière étape, la plus importante pour Claire, le travail. Je prends mon téléphone, j'appelle le salon où elle travaillait avant. Je n'explique pas tout, je dis juste, elle a besoin de revenir rapidement. Un court silence, puis la réponse tombe sans hésitation, qu'elle vienne quand elle veut. Je reste figée. Même demain, je serre le téléphone, ma gorge se serre, parce que ça veut dire une chose très simple, elle n'a pas tout perdu. Il reste quelque chose, des gens, des places, des possibilités. Je raccroche, je reste un moment immobile et je fais le point. Une école, une psychologue, un travail. Ce ne sont pas juste des solutions, ce sont des sorties, des chemins, des preuves concrètes qu'une autre vie est possible. Et pour la première fois, je peux imaginer Claire et Zoé ailleurs, pas seulement en sécurité, mais en train de revivre. Je m'arrête un instant au milieu de l'appartement. Tout est prêt, le lit, les affaires, les petites choses pour Zoé, les solutions que j'ai trouvées une par une. Et là, en fait, quelque chose change en moi. Au début, je pensais que je préparais un abri, un endroit où elle pourrait se cacher, respirer un peu, se reposer. Mais ce n'est plus ça. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas un refuge, ce n'est pas temporaire.
Ce n'est pas une pause, c'est une sortie, une vraie. Je repense à Claire, à son regard, à sa peur. Je repense à Zoé, à son silence. Et je comprends. Je ne suis pas en train de les protéger du monde, je suis en train de les sortir du leur, de cet endroit fermé, contrôlé, silencieux. Je regarde mes mains, elles ont tremblé, elles ont hésité, mais maintenant, elles construisent, pas pour survivre, pour vivre, et pour la première fois depuis longtemps. Je ne prépare plus seulement un refuge, je prépare une libération. Le jeudi suivant, je suis devant leur porte, le double des clés est dans ma main. Je le sens entre mes doigts, froid, léger et pourtant lourd de tout ce qu'il représente. Ce n'est pas juste une clé, c'est une issue. Je reste quelques secondes immobile dans le couloir, à écouter, aucun bruit. Je regarde autour de moi instinctivement comme si quelqu'un pouvait apparaître à tout moment. Puis j'avance. J'insère la clé dans la serrure, un léger clic. Je m'arrête, mon cœur bat trop fort, puis je tourne, la porte s'ouvre doucement, sans bruit. Je franchis le seuil et immédiatement, je sens cette même atmosphère, ce silence, cette propreté irréelle. Rien n'a changé. Tout est à sa place, comme si personne ne vivait ici, mais que tout devait rester parfait. Je referme la porte derrière moi, sans la claquer. Je fais quelques pas, mes mouvements sont lents, prudents, comme si moi aussi je n'avais pas le droit de déranger cet ordre invisible. Je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je dois faire. Mais cette fois, ce n'est plus pour observer, c'est pour agir. Je m'avance vers la chambre, chaque pas me rapproche d'elle et au fond de moi, je sais que ce moment-là va tout changer. Elle est là, dans l'entrée, debout, la valise à ses pieds, prête et pourtant immobile, comme si quelque chose la retenait encore. Je referme doucement la porte derrière moi, nos regards se croisent. Elle ne dit rien, mais je vois tout. La peur, l'hésitation, le combat intérieur, elle a préparé ses affaires, elle savait que je viendrais. Elle voulait partir, mais maintenant que le moment est là, son corps refuse d'avancer. Ses doigts sont crispés sur la poignée de la valise. Ses épaules sont tendues, ses yeux vont vers la porte, puis reviennent vers le sol, comme si franchir ce seuil était impossible seul. Je m'approche d'elle, lentement, sans brusquer. Claire, ma voix est douce, calme, rien à voir avec la tempête qu'il y a eu en moi les jours précédents. Elle lève les yeux vers moi et je vois cette peur. Pas une peur vague, une peur précise, apprise, ancrée. Je m'arrête juste devant elle, je pose mes mains sur son visage. C'est fini. Elle secoue légèrement la tête, comme si une autre voix en elle disait le contraire. Il va nous retrouver, murmure-t-elle. Je la regarde droit dans les yeux. Non, un silence. Pas cette fois. Elle tremble, ses lèvres bougent, mais aucun mot ne sort. Alors je fais ce qu'elle n'arrive pas à faire. Je prends la poignée de la valise, je la soulève, puis je prends sa main. Elle est froide, très froide. Viens, un seul mot, mais je le dis comme une évidence, pas comme une question. Elle résiste une fraction de seconde, juste une, puis ses doigts se referment sur les miens, et à cet instant précis, elle fait ce qu'elle n'a pas réussi à faire seule. Elle me suit, un pas, puis un autre, et ensemble, on franchit la porte. Je la sens hésiter encore juste après avoir franchi la porte, comme si quelque chose en elle voulait revenir en arrière. Alors je serre sa main un peu plus fort et je parle, calmement, sans lui laisser le temps de replonger dans sa peur. Je lui dis maintenant qu'il y a un toit, un vrai à nous, qu'elle ne dormira plus dans la peur, que la chambre est prête pour elle et pour Zoé. Je lui dis maintenant qu'il y a du travail, qu'on l'attend, qu'elle n'a rien perdu, que ses mains savent en fait toujours faire, que les gens n'ont pas oublié. Je lui dis qu'il y a une école pour Zoé, des enfants, du bruit, de la vie normale. Je lui dis qu'il y a une psychologue, quelqu'un qui va l'aider à comprendre, à reprendre pied doucement, sans pression. Et surtout, je la regarde et je lui dis la chose la plus importante, celle qu'elle n'a plus entendue depuis des années. Je te crois,
Je vois ses yeux changer, à peine comme si quelque chose se rallumait très loin au fond, fragile mais réel. Elle respire plus fort, ses doigts serrent les miens, et même si la peur est encore là, elle avance parce que maintenant, dehors, il y a autre chose que la peur. Une fois chez moi, tout est calme, trop calme presque. Claire et Zoé sont là, assises, encore sous le choc, comme si leur corps était sorti, mais pas encore leurs esprits. Et puis, en début de soirée, ça arrive, la sonnette. Je n'ai même pas besoin de regarder pour savoir que c'est lui. Quand j'ouvre, il est là, droit, impeccable, avec un bouquet dans la main, exactement comme tous les dimanches. Même posture, même sourire maîtrisé, comme si rien ne s'était passé. Comme si tout pouvait encore rentrer dans l'ordre avec des fleurs et des mots bien choisis. Il parle doucement, calmement. Il dit que c'est un malentendu, que Claire a sûrement eu un moment de faiblesse, qu'il ne comprend pas pourquoi elle est celle partie, qu'on devrait discuter tranquillement, en famille. Tout est parfait dans sa voix, tellement parfait que ça en devient irréel. Mais cette fois, je vois clair. Je ne vois plus le gendre idéal, je vois l'homme derrière le masque. Et surtout, je comprends quelque chose de simple, il ne vient pas pour Claire, il vient pour reprendre ce qu'il considère lui appartenir, le contrôle. Et ce bouquet, ce n'est pas un geste d'amour, c'est un outil, comme tout le reste. Je ne lui ouvre pas complètement, je laisse la chaîne de sécurité juste assez pour voir son visage, pas assez pour le laisser entrer. Il reste là, avec son bouquet, son sourire encore en place, prêt à jouer son rôle. Je le regarde droit dans les yeux et je ne tremble plus. Je lui parle calmement, sans élever la voix, comme si tout était déjà décidé. Je lui dis que je sais, que j'ai vu, que j'ai entendu, que chaque nuit, chaque mot, chaque minute est enregistré. Je précise lentement pour qu'il comprenne bien qu'il n'y a plus de doute, plus de version contre version. Tout existe, tout peut être écouté. Son sourire ne disparaît pas tout de suite. Il tient encore une seconde, peut-être deux, puis quelque chose se fissure. Ses yeux changent, sa mâchoire se serre légèrement. Il comprend. Je le vois. Pour la première fois, il n'est plus en contrôle. Je continue toujours aussi calme en lui disant que s'il insiste, s'il revient, s'il s'approche encore de ma fille ou de ma petite fille, tout sortira. La police, son travail, sa famille, tout. Le silence s'installe entre nous. Le bouquet descend lentement dans sa main. Et là, pour la première fois, il n'a plus rien à dire. Je le regarde sans détour et je vois le moment précis où tout bascule. Ce n'est pas spectaculaire, pas violent, c'est subtil. Son sourire ne disparaît pas d'un coup. Il se fige puis se vide, comme une façade qui tient encore debout, mais dont l'intérieur s'est déjà effondré. Ses yeux, eux, changent complètement. Il ne joue plus, il calcule, il comprend. Je vois qu'il cherche encore une issue, une phrase, un ton, quelque chose qui pourrait reprendre le dessus, mais il n'y a plus rien parce que cette fois, il n'est plus face à quelqu'un qu'il peut influencer, faire douter ou contrôler. Il est face à la preuve, face à quelqu'un qui sait. Et surtout, face à quelqu'un qui n'a plus peur. Le bouquet pend dans sa main, inutile maintenant. Tout ce qui faisait sa force, les mots, l'image, le rôle, ne fonctionne plus. Et dans ce silence lourd, définitif, il comprend enfin une chose simple. Son masque d'homme parfait ne le sauvera plus. Les premières semaines sont les plus dures, même en sécurité, même loin de lui, Claire n'est pas vraiment libre. Pas encore. Son corps est là, chez moi, mais sa tête reste ailleurs. Par moments, elle s'arrête au milieu d'une pièce, perdue, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entend. Elle doute, elle dit qu'il n'était peut-être pas si mauvais, qu'elle exagère, qu'elle devrait peut-être retourner pour arranger les choses. Et quand elle parle, ce n'est pas vraiment elle que j'entends. C'est lui, ses phrases, ses mots, sa voix qui continue de tourner en boucle dans sa tête comme s'il était encore là, à côté d'elle, à lui murmurer quoi penser, quoi ressentir, quoi croire. Elle se répète qu'elle ne va pas y arriver seule, qu'elle va tout perdre, qu'elle n'est rien sans lui. Et moi, chaque fois, je reste calme. Je ne la brusque pas. Je lui rappelle doucement ce que j'ai vu.
ce que j'ai entendu, pas pour lui faire peur, mais pour lui rendre la réalité. Petit à petit, jour après jour, je vois le combat en elle. Ce n'est pas contre lui, c'est contre ce qu'il a laissé en elle. Et je comprends que partir, ce n'était que la première étape, la vraie bataille commence maintenant. Un matin, je me réveille plus tôt que d'habitude avec cette sensation étrange que quelque chose ne va pas. L'appartement est silencieux, mais pas d'un silence paisible, un silence tendu. Je me lève, je vais vers le salon et je la vois. Claire est là, debout dans l'entrée, habillée, une valise à la main. Elle ne bouge pas, mais tout dans son corps dit qu'elle est prête à partir. Je reste immobile une seconde à la regarder. Elle évite mon regard. Puis elle murmure, presque comme si elle s'excusait. Elle dit qu'elle ne peut pas rester, qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle ne survivra pas sans lui. Sa voix est faible, mais ses mots sont nets, trop nets. Ce ne sont pas des doutes, ce sont des certitudes, les siennes ou celles qu'on lui a mises dans la tête. Je m'approche doucement, sans brusquer. Je vois ses mains trembler sur la poignée de la valise. Elle est terrifiée. Pas de partir, de rester, et à cet instant, je comprends que le plus dangereux n'est plus l'homme derrière la porte, c'est ce qu'il a laissé en elle. Je m'approche d'elle sans élever la voix, sans la brusquer. Je vois bien que si je force, elle se refermera. Alors je parle lentement, clairement, en la regardant droit dans les yeux. Je lui dis que ce qu'elle entend dans sa tête, ce n'est pas elle, que cette certitude qu'elle ne survivra pas sans lui, ce n'est pas une vérité, c'est quelque chose qu'on lui a répété, encore et encore jusqu'à ce que ça devienne familier. Je lui rappelle les nuits, les enregistrements, les mots qu'il lui murmurait pendant qu'elle dormait. Je lui dis que cette voix-là, celle qui lui dit qu'elle est faible, qu'elle ne peut pas partir, qu'elle va tout perdre, ce n'est pas sa pensée, c'est la sienne à lui, déposée en elle, nuit après nuit, jusqu'à prendre toute la place. Elle me regarde, perdue, comme si elle entendait ça pour la première fois, comme si une fissure apparaissait enfin dans quelque chose de solide. Je ne la lâche pas du regard. Je lui dis que sa vraie voix, elle, ne lui fait pas peur. Elle ne l'écrase pas. Elle ne lui dit pas qu'elle est rien. Elle lui dit qu'elle a eu le courage de partir, qu'elle est encore debout, qu'elle respire sans lui. Je vois ses mains se relâcher un peu. La valise descend lentement. Et pour la première fois, elle hésite, pas à partir, à croire autre chose. Au procès, la salle est pleine, mais étrangement silencieuse. Damien est là, assis droit, costume impeccable, le même visage maîtrisé, le même calme que toujours. À le regarder, on pourrait encore croire à l'homme parfait, celui qui parle bien, qui rassure, qui ne laisse rien dépasser. Puis la juriste se lève et demande la diffusion des enregistrements. Un léger mouvement dans la salle, puis le silence. Le son démarre. Sa voix, la même, calme, posée, sans émotion. Les premières phrases tombent. Tu es nul, tu ne vaux rien. Sans moi, tu ne survivras pas. Personne ne bouge. On entend tout. Chaque mot, chaque répétition, chaque minute. Et plus ça continue, plus le contraste devient insupportable, parce que l'homme assis là, droit, propre, présentable, est exactement le même que celui qu'on entend dans les haut-parleurs. Mais cette fois, il n'y a plus de façade, plus de sourire, plus de mise en scène. Juste la vérité. Je regarde autour de moi, les regards changent, les visages se ferment, certains baissent les yeux. On ne voit pas de violence. On l'entend. Claire est assise à côté de moi, elle écoute, ses mains tremblent légèrement, mais elle ne détourne pas le regard. Elle entend enfin ce que son corps savait déjà. D'où venait cette voix dans sa tête? Quand l'enregistrement s'arrête, personne ne parle tout de suite. Même le juge reste immobile quelques secondes. Parce que ce qui vient d'être entendu ne peut plus être nié et à cet instant précis, tout le monde comprend. L'horreur n'était pas visible, elle était cachée derrière un sourire et maintenant elle est exposée. Le silence dans la salle dure quelques secondes de plus, puis tout bascule. On ne regarde plus le même homme. Ce n'est plus le gendre parfait, le mari irréprochable, l'homme calme et posé, c'est quelqu'un qu'on a entendu.
vraiment entendu. Son masque ne tombe pas d'un coup spectaculaire, il ne crie pas, il ne se défend même pas vraiment, mais il ne tient plus. Parce que cette fois, ce ne sont pas des mots contre des mots, ce sont des preuves. Et le jugement tombe, clair, net, Claire est protégée, Zoé aussi. Des mesures sont mises en place, une distance imposée, un cadre qu'il ne peut plus franchir. Et lui, il perd ce qu'il avait construit pendant des années, pas une maison, pas une image, le contrôle. Ce pouvoir invisible, silencieux, qu'il exerçait sans jamais lever la main. Il n'a plus accès à elle, plus de prise, plus d'espace pour murmurer. Je regarde ma fille, elle ne sourit pas, pas encore, mais quelque chose a changé. Ses épaules sont différentes, sa respiration aussi, comme si pour la première fois depuis longtemps, elle avait un peu de place à l'intérieur d'elle-même. Zoé, elle, tient la main de sa mère, fort, et dans ce geste simple, il y a déjà autre chose. Pas de peur, pas de contrôle, juste un lien, le vrai. Et moi, je comprends. Ce n'est pas une fin spectaculaire, c'est mieux que ça, c'est une fin juste. L'homme qui contrôlait tout ne contrôle plus rien. Un an plus tard, la maison n'est plus silencieuse, elle vit. Zoé parle, elle parle tout le temps, elle raconte sa journée, ses copines, ses dessins, des choses sans importance et pourtant essentielles. Parfois même, elle parle trop vite, elle mélange les mots, elle rit au milieu de ses phrases et moi je l'écoute, comme si c'était la plus belle chose au monde parce que je me souviens du silence. Il n'y a plus ce regard vers un adulte avant de répondre. Plus cette hésitation, plus cette peur invisible, elle parle parce qu'elle en a envie. Claire, elle, travaille de nouveau. Ses mains n'ont rien oublié. Les gestes sont revenus naturellement, comme s'ils attendaient juste qu'on les libère. Elle a retrouvé sa place, ses clientes, sa voix et surtout son rire. Un vrai rire. Pas celui qu'on force, pas celui qu'on joue, celui qui sort sans prévenir. Elle a repris des couleurs, elle mange, elle dort, elle pense par elle-même. Parfois, elle doute encore. Parfois, la vieille voix revient, plus faible, plus lointaine, mais elle sait maintenant que ce n'est pas la sienne. Et ça change tout. L'appartement est toujours petit, je dors encore souvent dans la cuisine, mais aujourd'hui, ce n'est plus un sacrifice. C'est un choix, parce que ce lieu n'est plus seulement un refuge, c'est un endroit où la vie est revenue. Je les regarde toutes les deux, souvent, sans rien dire, juste pour m'assurer que c'est réel. Et chaque fois, je me dis la même chose. On ne les a pas seulement sorties de là, on les a ramenées à elles-mêmes. Et elles recommencent enfin à vivre.